Je vais compter de 10 à 1 calmement et tu vas entrer en état de conscience modifié. 10, 9, 2 et 1. Tu t'installes dans cet état de conscience modifié, calmement, avec assurance. Le sujet de l'enquête de cette semaine, c'est le 11 septembre 2001, enquête numéro 2. Ça va, Florence? Mhm. D'accord. Pendant le décompte, tout à l'heure, est-ce que tu as eu des images qui te sont venues, ou des symboles, ou autre chose? Non, pas pendant le décompte, mais D'accord. On va commencer l'enquête. ouais. La première question. Connecte-toi aux informations ici et maintenant relatives au 11 septembre 2001 et dis-moi qu'est-ce que tu perçois ou qu'est-ce que tu visualises. Alors là, ce qui me vient, c'est comme un espèce de d'égrégore noir, mais très très noir, quoi. D'accord. Égrégore noir. Ouais, très très noir. Mm. En fait, il a pratiquement une forme de champignon atomique, D'accord. mais noir. Il est en mouvement, en explosion ou bien c'est une photographie figée? Non, c'est figé, ouais. D'accord. Tout noir. Ouais, tout noir. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose que tu visualises quand tu te connectes au 11 septembre 2001? C'est comme si je voyais cet égrégore en haut, et puis il y a comme un canal énergétique, et je vois, je sais pas, quelque chose en bas qui est sur Terre, qui a l'air d'être comme un... Enfin, qui est sur Terre, ou en tout cas plus dans l'espace autour de la Terre, et qui est comme un espace, comme un cratère presque. Ouais, c'est comme si ça avait fait, tu sais, quand il y a une explosion nucléaire, tu as un cratère. Bah là, il y a un cratère. Ouais. Et dans ce cratère, il y a des... Enfin, je sens des présences, quoi, des consciences. D'accord. Ok. Donc, on va dire que pour cette première question, tu vois un champignon atomique très très noir Ouais. et un canal énergétique qui t'amène dans un cratère où il y aurait beaucoup de conscience. Ouais, c'est ça. D'accord. Magnifique. Question numéro 2, Florence. Qui est responsable de ce qui s'est passé le 11 septembre 2001 aux tours jumelles du World Trade Center et quels sont leurs rôles respectifs? Yeah. Prends ton temps, tu observes ce qui vient. Alors, ça dépend sur quel plan on parle. D'accord. Parce que là, c'est comme si j'avais un espèce d'organigramme qui s'est étalé devant moi, comme ça. Tu vas me le décrire, cet organigramme. Tu prends ton temps, Alors, tu décris différents plans qui est responsable de quoi?
Alors, j'ai Mossad qui est venu. D'accord, Mossad. Qui d'autre? CIA. D'accord, CIA. Est-ce qu'il y a d'autres factions en présence? Et j'ai Chine aussi. Chine. D'accord. Mais en moins... Enfin, moins important. Moins important, qui est un peu en arrière-plan, quoi, mais qui est présent. Enfin, c'est... Ouais, pour l'instant, je ne sais pas trop comment expliquer, mais c'est vraiment Mossad, CIA en partenariat, quoi, et puis Chine derrière, en arrière-plan. Est-ce qu'il y a d'autres forces en présence? Mossad, CIA, Chine. Ouais. Alors après, on va dire il y a des forces, mais plus occultes. D'accord. Donc là, c'était les forces sur le plan physique, on va dire. Ouais, alors il y a des forces qui sont toujours sur le plan physique, mais un peu plus occultes, on va dire. Raconte. Quel plan, quelle force tu viens? Prends ton temps, tu te connectes et les noms vont te venir facilement, rapidement et simplement. Ah, là, ce qui me vient, c'est Illuminati. D'accord, Illuminati. Effectivement, elles sont physiques, mais un peu cachées. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose? Confrérie de Sion. D'accord, confrérie de Sion. D'autres factions, un peu en arrière-plan. Il me semble qu'il y a autre chose, mais j'arrive pas à identifier ce que c'est en fait. D'accord, tu vas respirer. Tu respires. Tu éclaircis les idées. Et je vais compter à 3. Et à 3, ça va devenir clair pour toi. 1, 2 et 3. Cette autre faction se présente à toi avec son nom clairement. Dis-moi ça, simplement ce qui te vient. Des images, des noms, des lettres. Non, j'ai des... Je sais pas, j'ai des images de personnes, mais je sais pas qui c'est en fait. Je vois pas. Décris-moi ces personnes. Ils ont l'air de quoi? C'est des humains noirs, Oui, là, blancs, c'est des jaunes. humains Ils sont habillés comment? occidentaux, habillés, habillés en costard. Bon. Peut-être qu'avec leur accoutrement, tu pourrais savoir ce qu'ils font là, ce qu'ils sont, quelles sont les motivations. C'est quoi cette dernière faction qui veut se révéler et qui en même temps se dissimule? D'accord. Non, je sais pas là. Je sais pas. D'accord, on va mettre un point d'interrogation, on ira chercher dans la partie libre. D'accord. La deuxième partie de la question, c'était... La première partie de la question, pardon, c'était qui est responsable, ou bien qui sont responsables, et là, quels sont leurs rôles respectifs? On va voir leurs rôles respectifs. Tu as cité le Mossad, la CIA, la Chine. Mais après, voilà, après, derrière eux, si tu veux, je vois vraiment toutes les... comme une sorte de coalition. Enfin, pas une coalition vraiment, mais une représentation de toutes les factions interférentes, en fait. Ouais, vraiment toutes. C'est-à-dire qu'il y a quoi par... Quand tu dis toutes, cite-moi quelques-uns. En priorité, je vois vraiment au centre humanoïde.
D'accord. Reptilien. Mais je vois insectoïde aussi. Ouais. Je vois des poulpes aussi. D'accord. Ils ne te connectent pas, eux. Tu les vois Non, je les simplement avec le regarde canal. juste comme ça. Puis après, bon, voilà, ils sont comme des groupes, tu vois, de chaque représentation. Ouais. Il n'y a pas d'autres groupes, les Dracos, les... Si, voilà, oui, je les ai mis dans les reptiliens, en fait. Si, il y a les Dracos, oui. Ouais. Même, ils sont à côté des... En fait, c'est humanoïde Dracos. Puis après, tu as reptilien. Insectoïde, je ne sais pas pourquoi ils sont de ce côté. Les poulpes, tu as dit. Et les poulpes, ouais. Et puis là, il y a quelques... Falconiforme, ouais, voilà, falconiforme, ouais, des oiseaux, quoi, des formes d'oiseaux, trucs comme ça. D'accord. Dans les reptiliens, il y a plusieurs, il y a des serpents, enfin, il y a plusieurs entités. Mais si tu veux, ceux qui se présentent, là, c'est les, on va dire, les... Humanoïdes, tu as dit. Oui, mais je veux dire, ceux que je vois, là, c'est tous des, entre guillemets, chefs de clan, quoi, tu vois. Donc, en fait, c'est... Ce qui veut dire que chacun de ces clans a un peu beaucoup de personnes derrière. Ouais, voilà, et a participé d'une certaine manière ou a collaboré à ce travail. D'accord. Très, très bien, Florence. On va rapidement regarder la deuxième partie de la question qui concernait les rôles respectifs que chacune de ces factions aurait eu dans cet attentat du 11 septembre 2009. Les rôles respectifs. Est-ce que tu arrives à distinguer les rôles que chacun aurait eu? Chacune de ces factions. Tu vas demander et ça va te venir clairement. Quels sont leurs rôles respectifs? Tout ce qui est CIA, c'est, on va dire, la fabrication de l'événement. Sur le plan physique. Ouais, sur le plan physique, matériel. La mise en place des bombes, enfin, tout ce qui s'est fait, l'organisation. Le Mossad, la Chine, les Illuminati. Alors, les confédérations. Alors, au niveau strictement physique, le Mossad, ça a plus été l'organisation internationale, enfin, ce qui s'est mis en place pour... Ok, pour la partie envahissement de l'Irak. Ouais, voilà. Oui, puis même avant, quoi, pour cette histoire d'avion, tu vois, tout ce qui a été mis en place pour... Pour monter en épingle un peu tout ce qui s'est passé après. Ouais, pour tout monter en épingle. Mais bon, en partenariat avec la CIA quand même, mais bon. Oui, ils ont plus travaillé sur ça. Et puis après, ouais, sur toute la partie Irak et tout ça. D'accord. La Chine, est-ce que tu percevrais son rôle? La Chine, c'est un rôle plus en dessous de table, je dirais, de financement. C'est un rôle un peu de sabotage, je ne sais pas comment dire, mais ouais, c'est un rôle financier, en fait, la Chine. Et puis de technologie aussi. En fait, la Chine, ils ont fourni des technologies. Ah, d'accord. Ouais. Ils ont fourni, enfin, ils ont fourni les moyens de le faire, je dirais, au niveau technologie et au niveau argent. Enfin, en partie, pas tout, mais une bonne partie quand même. Ouais.
D'accord, ça fait sens, vu que toute la plupart de la technologie de notre monde civilisé vient de la Chine aujourd'hui. Ouais. Même les téléphones iPhone, Apple partent de Chine. Ouais. Bien que ce soit américain. Cela peut bien s'expliquer. La confrérie des Sion, qu'est-ce qu'il est? Quel est leur rôle dans cet événement? Ben, eux, je dirais, ils sont commanditaires dans la matière. D'accord, commanditaire. Ok. Et dans la partie plus éthérique, tu as cité une foultitude d'entités, les humanoïdes, les reptiloïdes, serpents dracos, insectoïdes, poulpes, falconiformes. Quel est leur rôle à eux? Tu vas voir. Alors, c'est plus compliqué à expliquer, mais parce que c'est sur plusieurs niveaux. Alors, il y a un rôle de... On va dire que certains d'entre eux, notamment les humanoïdes, possèdent des technologies qu'ils ont transmis aux terriens, aux humains, voilà. Donc, il y a la transmission de technologies. Ça, c'est plus dans l'aspect pratique, on va dire. Sinon, leur rôle, il est plus aussi un rôle de contrôle, on va dire. En fait, ils sont directement connectés aux humains qui contrôlent ce qui se passe sur Terre. Soit ils sont directement connectés parce que certains d'entre eux sont présents parmi ces humains, soit ils sont en contact avec eux sous d'autres formes, quoi, mais en tout cas, ils sont directement connectés. Donc, il y avait un rôle de contrôle. D'accord. En fait, c'est comme si... les humains qui ont commandité ça sur Terre sont peut-être, d'une certaine partie, leur interaction. Comment tu dis? Leur interaction, Ouais, je trouve pas le mot. Leur connexion. Leur connexion, ouais, voilà. Même si ces humains-là le font pour leurs propres intérêts. Pour leurs propres intérêts, ils sont tellement en lien avec ces entités que... C'est en fait pour les intérêts des entités, quoi. Ouais, c'est pour les intérêts des entités, ou en tout cas, d'une certaine partie, c'est pour leur intérêt, d'une autre partie, c'est pour... Enfin, il y a négociation, il y a, comment on appelle ça pas compromis, mais... entente, on va dire. Ouais, des ententes, voilà, c'est ça, c'est ce que je... Voilà. En fait, c'est comme s'il y avait eu une immense entente, une immense préparation entre ces différents niveaux d'organisation. Ouais, voilà, d'organisation, ouais. Pour le coup, c'est un événement qui est vachement complotiste. Ouais. Un grand complot qui implique beaucoup de personnes, beaucoup d'organisations, beaucoup de races, beaucoup de types de personnes. Ouais. D'accord. On va aller à la question 3. On a vu qui était impliqué, quel était leur rôle respectif. Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu vas chercher la cause ésotérique en rapport à ce qui s'est produit dans la journée du 11 septembre 2001. 1, 2 et 3. La cause ésotérique.
Dis-moi simplement ce qui te vient sur la cause ésotérique. Là, c'est vraiment l'image d'un coup de foudre. Il faut créer un coup de foudre sur la Terre. D'accord. Cause ésotérique, coup de foudre. Mais Ouais. encore. Ça vient d'où ce coup de foudre? Et quel est son objectif? C'est maintenir le contrôle et même accélérer ce contrôle. Ça vient d'où? Ça vient de toute cette coalition, là, toute cette organisation précédemment citée, décrite, ouais. Il n'y a pas, on va dire, un décisionnaire principal, même si j'ai quand même humanoïde qui me vient un peu en avant-plan. En avant-plan, mais voilà, mais c'est pas. D'accord. Okay. Mais le but, c'est vraiment, c'est comme de créer un électrochoc. Ah, d'accord. Électrochoc. Oui, c'est ça, le coup de foudre, c'est un électrochoc très puissant, quoi, qui va mettre tous les humains sur la même fréquence en un instant. Ah, magnifique. Et après, qui va aussi faire émerger d'autres types de fréquences, parce que ça fait émerger des réactions d'autres types de fréquences, mais en fait, mais toujours des fréquences basses, en fait. Voilà, ça a fait émerger la peur, hein, principalement le choc. En fait, le truc, c'est vraiment l'électrochoc, quoi. C'est le choc. C'est le choc, c'est l'effroi. Voilà, l'effroi, le choc. On est dépassé. Ouais, et c'est l'incompréhension, c'est c'est un peu comme les Gaulois quand ils disaient le ciel va nous tomber sur la tête, ils avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. Et ben là, c'est un peu ce truc-là, quoi. Là, tout d'un coup, il y a un truc qui nous est tombé dessus et on s'y attendait pas. Et tout d'un coup, c'est comme si ça permettait d'asseoir le contrôle parce que ça va justifier la politique internationale ultra sécuritaire. Enfin, ça va faire rentrer le monde dans un système de contrôle, mais ça va l'autoriser en fait. Ça va faire que les gens vont autoriser et accepter cela. Et accepter ça. Voilà, c'est ça. C'est la première phase en fait de ce basculement dans le tout sécuritaire, le tout contrôle, qui essayait de se mettre en place déjà depuis quelque temps, mais qui ne marchait pas. Qui aujourd'hui est complètement abouti, on va dire. Ouais, voilà. D'accord. Donc, cause ésotérique, électrochoc, coup de foudre pour. Et en même temps, c'est aussi comme un avertissement, quoi. C'est un avertissement. Ça peut tomber à n'importe quel moment. Et n'importe où. Même si c'est en très emblématique, un tour du 11 septembre, c'est pas un hasard, enfin c'est très choisi, voilà. C'est pas n'importe où non plus, mais je veux dire, voilà, c'est vraiment, c'est surtout, en fait, faire croire aux gens que ça peut tomber à n'importe quel moment, parce que dans la réalité, c'est pas n'importe quel moment et c'est pas n'importe où. Mais pour les gens lambda qui se lèvent le matin, ils ne s'y attendent pas et tout d'un coup, il y a ça. Voilà, ils ne pouvaient pas le prévoir, mais ça les met dans un état particulier de peur et de, comment dire, d'appréhension voilà, il peut se passer quelque chose, quoi. Magnifiquement décrit, Florence. Merci beaucoup. On a bien vu ce qu'a été la cause ésotérique. 4e question. Toujours à 3. Je vais compter de 1 à 3 et tu vas régresser jusqu'au moment que tu perçois ou visualises être le plus important par rapport à ce qui s'est passé le 11 septembre. Tu vas décider du moment le plus important et je vais compter à 3.
Tu vas y rentrer. 1, 2, 3. Et tu vas me le décrire. Bah, là, ce qui me vient, c'est vraiment la notion d'effondrement d'un empire. La volonté, c'était de faire effondrer un empire. Quel empire s'agit-il exactement? L'empire, entre guillemets, occidental. D'accord. Enfin, principalement américain, mais par extension Occidental en occidentale, général. quoi. Ouais, en général. D'accord. Le moment important donc qui t'apparaît, c'est quoi? Donc c'est cette représentation symbolique de l'Empire occidental Ouais, qui voilà, c'est vraiment les tours qui tombent comme ça, voilà. Ouais. D'accord, d'accord. Très très bien. Justement, c'est très en lien avec la question suivante. Qu'arrive-t-il aux tours jumelles? Regarde ce qui arrive réellement aux tours jumelles et dis-moi ce qui te vient. Bah, clairement, elles se sont effondrées parce qu'elles ont été... Enfin, là, ce que je vois, c'est très très clair. Hein. Elles ont été, comment dire, implosées de l'intérieur, quoi. Elles ont été... D'accord. Dynamité, on va dire. Ouais, dynamitées de l'intérieur et elles se sont effondrées. D'accord. Très bien, c'est très clair. Question numéro 6. Et c'est vraiment la notion d'effondrement, quoi, parce que c'est pas... voilà, c'est... C'est très clair, c'est très clair. Effondré. Effondrement de la civilisation occidentale, effondrement des tout. Ouais, voilà. Question numéro 6. Quelle est la raison pour laquelle les bâtiments tombent librement sans perdre leur forme? Tombent librement sans perdre leur forme. Bah justement, parce qu'ils s'effondrent sur eux-mêmes. Parce qu'en fait, il y a des charges d'explosifs qui ont été très bien mis en place sur des piliers centraux, en fait, dans des gaines, par exemple des gaines de systèmes de chauffage ou d'électricité, enfin des trucs comme ça, à plein de niveaux, assez régulièrement, dans les sous-sols aussi. Enfin, c'est un vrai, comment dire, ouais. Un vrai dynamitage en règle, quoi. Oui, 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 voilà, et puis qui a été fait depuis, enfin, qui a été mis en place très tranquillement. Progressivement. Progressivement. Voilà. Et du coup, bah, ça va exploser par, enfin, d'une manière progressive, en fait. Comme, comme ça, quoi, un peu comme quand on tire des pétards les uns après les autres. D'accord. Tu as dévancé la question suivante, ouais. qui était celle de décrire ce qui se passe. Je vais quand même la lire. Question numéro 7. Maintenant, Florence, connecte-toi à la structure des tours jumelles et précisément aux poutres d'acier qui soutenaient les bâtiments et accélère le temps jusqu'à ce que l'affaissement des tours se produise. Et à 3, tu me dis ce que tu perçois ou ce que tu visualises. 1, 2, 3. Connecte aux poutres. Ouais. Et tu accélères le temps jusqu'à C'est l'affaissement. c'est des charges plastiques. C'est des produits qui génèrent une combustion, mais
plus de 2000 degrés, enfin un truc très très chaud, très très haut. C'est-à-dire qu'à un moment, il va y avoir une... D'accord. Une montée de température extrême. Une montée de température extrême, quand la charge explose. Et les poutres s'affaissent, en fait. Les poutres fondent pratiquement. Ça fond. Ouais. D'accord. Là, je vois vraiment, ça devient comme liquide. Liquide, quoi, comme quand tu vois dans les trucs de ferronnerie, l'acier en fusion, quoi. Ouais. D'accord. Et c'est pour ça que ça prend quand même un petit peu de temps entre le moment de l'explosion et le moment où ça s'écroule, parce qu'il faut que le temps quand même que l'acier fonde, quoi. Enfin, ça prend pas, ça va assez vite quand même relativement, mais c'est pas en claquant des doigts non plus. D'accord. D'accord. En tout cas, on a l'explication de ce qui s'est passé. Question suivante, numéro 8. Il y a eu en dehors des 2 tours jumelles, la tour numéro 7. VTC 7, World Trade Center numéro 7, ou bien Salmon Building, siège de la banque du même nom. La question est, quelle est la cause de l'effondrement de cette 3e tour? Une tour derrière les tours jumelles qui s'est effondrée, sans qu'il n'y ait d'explosion, sans charge. Regarde ça et dis-moi, quelle est la cause de cet effondrement de la 3e tour? C'est comme s'il y avait eu un sabotage du sous-sol. D'accord. Sabotage du sous-sol. C'est comme si il y avait, ça avait été creusé tout autour des fondations, que même les fondations ont été endiguées, quoi. Comment? Endiguées, complètement sabotées. Ouais, sabotées, quoi. Elles ont été. Je vois comme une excavation tout autour, quoi. Ce qui fait que ça tient sur rien, ça tient plus sur rien. Et quand les autres tours vont s'effondrer, l'ébranlement de terrain va provoquer l'effondrement de cette tour. D'accord. Magnifique. Est-ce que tu observes aussi le processus de dynamitage, de pose de charge de plastique, comme dans les précédentes tours? Il y en a quelques-unes, mais moins. C'était plus des trucs de sécurité, je dirais. Ah, d'accord. Au cas où ça se passe pas bien, au cas où ça marche pas. Il y a quelques charges de sécurité, mais il n'y en a pas autant que dans les 2 tours principales. D'accord, magnifique. Question numéro 9. Dans les 2 tours principales, dans les 2 tours principales, c'est vraiment des chapelets, quoi. C'est-à-dire que tu n'as pas un poteau pratiquement. Bon, j'exagère, mais pratiquement tous les poteaux ont des charges. Tu vois, c'est gigantesque. Il fallait s'assurer que ça tombe vraiment, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, c'est immense. On ne se rend pas compte, mais c'est des centaines par étage. C'est des centaines de piliers. Bien sûr. Donc, le travail qu'il a fallu pour charger tous ces piliers, alors ils n'ont pas tous chargé parce que tous n'ont pas... En fait, ça va dépendre de... En fait, ils connaissent très bien la structure de la construction de ces tours et quels sont les piliers qui portent la charge. Tout a été super étudié au niveau architectural. Et voilà. Et du coup, c'est ciblé. Donc, forcément, il n'y en a pas sur tous les piliers. C'est les piliers principaux, quoi, qui sont porteurs. Les piliers porteurs. Voilà, ouais. Mais ça représente quand même déjà des centaines de piliers. Une bonne centaine de piliers. C'est des grandes tours Ouais. où habitent des milliers de personnes qui portent des tonnes et des tonnes de matériel. Donc, c'est des tonnes aussi de charges plastiques. Plastique, ou je ne sais pas ce que c'est cette matière, mais c'est des tonnes de charges qui ont été mises. Donc, ça n'a pas pu se faire du jour au lendemain, quoi. Ça a pris du temps progressivement, comme tu as bien décrit tout à l'heure. Oh, mais quand je dis du temps, je pense que c'est 1 année minimum, quoi. Wow, d'accord. Super planifié, alors. Ouais.
Question numéro 9. Ouais. Pourquoi le journaliste de la BBC a-t-il annoncé l'effondrement environ 20 minutes plus tôt, alors que le gratte-ciel était encore debout, concernant la tour numéro 7? Il y a un journaliste qui a annoncé 20 minutes avant que ça ne s'effondre. Pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Connecte-toi sur cet événement et dis-moi ce que tu as. Est-ce que c'était prévu? Qu'il y a juste eu du retard dans l'écroulement de la tour. Mais c'était prévu, donc eux, ils annonçaient ce qu'on leur avait dit d'annoncer. Ils suivaient leur agenda, quoi. Oui, voilà. Donc après... Que ça soit dans le timing ou pas, ils s'en foutent un peu. C'est un peu ça, ouais. De toute façon, il y avait une telle agitation à ce moment-là que... Il faut vraiment chercher pour voir qu'il y avait 20 minutes de décalage. Ouais. D'accord. Question numéro 10. On va aller un peu plus loin au Pentagone. Là, on était à New York avec les 2 tours jumelles. Maintenant, on va aller au Pentagone. Quelle est la cause de ce qui se passe toujours le même jour, le 11 septembre 2001, au Pentagone? Moi, je vois un tir de missile. Ah, d'accord. Tir de missile. D'accord, ça mérite d'être clair. Clair, net et précis. Ouais, une grande... Tir de missile. Eh ben, qui a tiré le missile? Regarde, tir de missile, par qui? Alors, c'est un avion qui est, comment dire, désidentifié extérieurement. Donc, tu ne sais pas d'où il est? Ce qui me vient, c'est Mossad, mais après... D'accord. L'avion désidentifié, c'est quel type d'avion? Un Carrier, un Boeing, un F3, F-16, un Concorde, c'est quoi ce type d'avion? Un avion de chasse? Ouais, F-16, ça résonne, mais après, moi, je connais rien aux avions, donc je peux pas... D'accord. Mais c'est un avion genre militaire, quoi, quand même. Avion militaire. Ouais. Donc, il tire ce missile. Ouais. Ok. On ira dans la partie libre regarder les intentions qu'il y avait derrière. Question numéro 11. Par rapport au vol United 93, pourquoi des restes de l'avion ont-ils été retrouvés à 14 km de l'impact? Vol United 93. Pourquoi des restes de l'avion se sont retrouvés à 14 km de l'impact? Dis-moi simplement ce qui te gêne. Moi, je vois que cet avion a explosé, ouais. D'accord. L'avion a explosé. Ouais, il a explosé. D'accord. Mais je le vois exploser en vol. Là, est-ce que les débris se retrouvent à c'est pas ça. J'ai rien compris là, ça a coupé. Je disais que cela a explosé en vol, comme tu dis, mais de là à ce que les débris se retrouvent 14 km plus loin, c'est vaste. C'est grand, 14 km. C'est 1000 mètres, 14 fois. Donc l'avion a explosé en vol, quoi, en haute altitude.
il n'est pas à si haute altitude que ça. D'accord. C'est comme si, en fait, il était arrivé et qu'il avait amorcé un demi-tour. Et là, il explose. Ah. D'accord. Avec les passagers dedans, avec tout le monde. Bah, ça résonne pas. D'accord. D'accord. Donc, ok, on ira voir après. Ouais. Question numéro 12. Connecte-toi, Florence, avec l'accès au centre de commandement de l'US Air Force. Le centre de commandement de l'US Air Force, pendant que les avions s'écartent de leur trajectoire pendant environ 40 minutes. Et dis-moi ce que tu as. Au centre de commandement de l'US Air Force. Décris-moi ce que tu vois dans ce PC, poste de commandement de l'US Air Force. C'est comme si c'est comme s'il n'y avait pas la même activité que d'habitude. D'accord. Activité réduite. Hein. Ouais, voilà, comme s'il y avait moins de fréquentation, moins d'effectifs, ouais, c'est ça. D'accord. Et l'ambiance dans cet endroit, quand tu le regardes, comment tu pourrais la décrire, cette ambiance au poste de commandement de l'US Air Force? Pendant cette période autour de ces attentats. Bah, c'est bizarre, c'est comme s'il y avait des gens qui sont complètement, entre guillemets, normaux, quoi, qui ne savent pas ce qui se passe, qui découvrent et tout ça. Et d'autres où tu sais qu'ils sont dans le coup, quoi. Ah, d'accord. Et qui agissent normalement, qui vaquent à leurs occupations. Qui vaquent à leurs occupations, mais en même temps qui font ce qu'il y a à faire pour que ça marche, quoi. Ouais, c'est ça, voilà. Je sens une espèce d'ambiance hyper tendue, une tension énorme. Et ouais, comme s'il y avait des gens qui, au milieu, là, permettent en fait que les choses puissent se passer, puisqu'ils vont laisser, en fin de compte, se dérouler les choses, ouais. Sans avoir la réaction adéquate de réagir peut-être avec les avions de chasse ou d'autres choses, quoi. Donc, il laisse l'accès, il laisse les choses se faire, selon le plan. D'accord, d'accord. Cela expliquerait peut-être la question suivante, mais je vais quand même te la poser. C'est la dernière question. Question numéro 13. Les responsables gouvernementaux du NORAD, le NORAD, c'est le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique, et de la FAA, la Federal Aviation Administration. Donc, les responsables gouvernementaux du NORAD, de la FAA, ont eu des promotions à la suite des événements du 11 septembre. Qu'est-ce que tu peux en percevoir? Tous ces responsables du gouvernement, de l'aérospatiale, tout ça s'est passé, ils n'ont pas réagi, ils n'ont rien foutu. Ils ont laissé faire et après, ils ont des promotions. Regarde et dis-moi ce que tu vois. Ouais, là, ce qui me vient, c'est vraiment, ils ont laissé le film se dérouler.
Mais en fait, c'est bizarre. Hein. Ce qui me vient, c'est qu'ils ont laissé faire quelque chose qui... Qui est? En fait, alors... Comment dire? Ils ont laissé faire parce qu'en fait, au niveau comment dire, de l'espace aérien, en réalité, il ne s'est rien passé. Ah, d'accord. Donc, en fait, ils ont participé à la mise en scène. D'accord. C'est pour ça qu'ils ont donc été promus, primés. Ouais. Ils ont reçu des avancements. Ouais. D'accord. Moi, je vois vraiment comme s'ils étaient dans leur truc et qui, voilà, ils jouent un film, mais il y a un écran blanc, quoi. D'accord, ils tiennent leur rôle, on va dire. Ouais, ils tiennent leur rôle, quoi. D'accord. Magnifique. Les questions du protocole sont finies. On va regarder rapidement. Il y avait une dernière confrérie, après la confrérie des Fions, qui voulait venir là, mais qui se cachait. Tu vas respirer profondément. Ça va, Flora? Tu vas respirer profondément. Tu vas te centrer. Je vais compter à 3. Et à 3, la nature, le nom et l'identité de cette autre faction en présence qui se dissimule va t'apparaître clairement. 1, 2 et 3. Regarde ça de plus près, ça t'apparaît. Qui sont-ils, cette autre faction? Je sais pas, je n'arrive pas à avoir de nom, mais c'est un truc. Enfin, ce qui me vient, c'est que c'est quelque chose qui est en lien avec la technologie. Ah, d'accord. Quelque chose qui est en lien avec la technologie. Une société de technologie? Ouais, une société qui. C'est comme si c'était un groupe de personnes qui cherchent à. Introduire un certain type de technologie? Ouais, voilà, introduire des technologies, à développer du transhumanisme qui me vient, mais. D'accord. Transhumanisme. Certains types de technologies intelligentes, l'intelligence artificielle peut-être. Ouais. D'accord. C'est quoi le nom de cette société? Demande que ce nom t'apparaisse, peut-être lettre par lettre. C'est quoi? C'est Vanguard, c'est Dassault, c'est Black Hawk, c'est qui? C'est quoi? Bah, là, ce qui me vient, mais c'est pas ça. Enfin, je sais pas. Pourtant, c'est ce mot-là qui s'impose. C'est Bilderberg, mais c'est pas ça. Je sais pas. J'ai ce mot-là qui se. On n'a aucune obligation de justesse. On pense qu'il nous vient. On pense qu'il nous vient. Bilderberg, d'accord. Le fameux groupe de manias qui dirigent le monde en sous-main, quoi. Ouais. Bilderberg, d'accord, c'est bien. Ok, donc il y a le Mossad, la CIA, la Chine, les Illuminati, la confrérie de Sion, et un groupe technologique qui pourrait être associé au Bilderberg. Et ensuite, la coalition avec les entités. D'accord.
Ensuite, à la suite de cette guerre, il y a eu l'envahissement de l'Irak. C'est la partie qui m'a personnellement, moi, le plus un peu étonné. Quelque chose se passe en Amérique, de l'autre côté de l'Atlantique, et puis on accuse des gens et on envahit l'Irak au point de finir par tuer le président de ce pays, Saddam Hussein, comme un chien dans la route, sur la rue, massacré par ses propres populations. Quel était l'objectif d'envahissement de l'Irak? Le vrai objectif, je veux dire. Parce qu'ils ont argué des armes de destruction massive. Putain, il n'y en était rien. Je veux savoir la cause ésotérique, la vraie raison pour laquelle ils ont envahi l'Irak. Dis-moi ce qui te vient. Alors, ce que je perçois, enfin, ce que je ressens, en fait, plutôt, c'est une force. Il y avait une force au niveau de l'Irak. D'accord. Une force au niveau de l'Irak qui les amenait à y aller pour conquérir le lieu ou qu'est-ce qui s'est passé? Décris-moi ça un peu. Une force. Essaie d'avoir plus d'infos. C'est comme si c'était une force qui pouvait les ralentir dans leurs projets. D'accord. Ou pouvait les dénoncer même, ce qui me vient, tu vois. D'accord. C'est-à-dire comme si c'était une force qui... Ouais, qui pouvait Mettre à mal. révéler certaines choses, quoi. D'accord. Cette force, est-ce que tu peux voir sa vraie nature? Qu'est-ce que c'est exactement? Demande et laisse venir les infos. C'était quoi cette force? C'est une force spirituelle, ce qui me vient. D'accord. Qui serait localisée dans la région de l'Irak? Ouais, qui est localisée dans la région de l'Irak. D'accord. Cette force spirituelle, c'est quoi exactement? Demande à voir sa vraie nature et peut-être même à entrer en contact avec elle. Je vais compter à 3 et cette force va apparaître sous une forme symbolique ou réelle. 1, 2, 3. Alors, je la vois pas vraiment, je sens juste une forme, là, une présence. C'est comme... C'est comme si c'était une... Pas une... Comment dire? Pas une excroissance, une extension de l'âme de la Terre. Ah, d'accord. Une extension de l'âme de la Terre. Ouais. D'accord. Les gens disent Gaïa souvent. Ouais, mais c'est... Enfin... Ouais, c'est une manifestation de l'âme de la Terre. Qui s'exprime là, qui est là. Enfin, voilà, il y a D'accord. un espace géographique où là, elle est localisée, quoi. Magnifique. Et donc, il y a l'extension de l'âme de la Terre qui est là-bas, sous forme de force spirituelle, qui pourrait contrecarrer les plans des oui, autres. parce qu'en fait, elle informe. Enfin, elle informe. Elle laisse filtrer les informations sur la véritable nature de la civilisation occidentale ou des plans, peut-être. Ouais, c'est ça, en fait. C'est comme si ça le filtrait, mais c'est pas forcément quelque chose de volontaire, quoi. Mais du coup, elle permet que donc les personnes qui sont à proximité ou qui sont connectées à elle aient des informations, quoi. D'accord.
D'accord. Quand ils ont donc envahi l'Irak, qu'est-ce qu'ils ont fait de cette force? Ils sont allés la maîtriser, la mettre dans le sac, la contenir dans un bunker. Qu'est-ce qu'ils ont fait de cette force? Regarde, l'envahissement de l'Irak s'est passé, ils font descendre le président, ils occupent l'espace, en conquérant, colonisateurs, ils font tout ce qu'ils ont à faire. Mais par rapport à cette force, qu'est-ce qu'ils y font pour la maîtriser? Je peux pas dire qu'ils la maîtrisent vraiment, mais en fait, en détruisant, enfin en mettant un peu à sac le pays, ils s'organisent pour qu'il n'y ait plus de personnes qui puissent avoir accès, en fait. Ah, ok. Ou que Être les... réceptif. Ouais, Ou être voilà. réceptif. Ouais. D'accord. Et même Saddam Hussein, il avait accès à ces informations. Ah, d'accord. D'accord. Ok. Magnifique. Magnifique. Mais cette force, elle est toujours là, hein. Elle y est toujours. De toute façon, elle n'est pas maîtrisée du tout. Mais c'est simplement, c'est comme s'ils ils avaient créé les conditions justement énergétiques pour l'occulter un peu. C'est comme s'ils ont créé un barrage de fréquences, voilà, énergétique pour la laisser passer sous silence sans que les gens s'en occupent. Pour qu'elle soit au second plan, en arrière-plan, sans trop attirer l'attention. Sans trop attirer l'attention. Je comprends. Bon, dernière question sur le sujet de cette force spirituelle, sans entrer dans la polémique, est-ce que cette force spirituelle aurait un rapport avec l'islam? Aujourd'hui, on est dans un monde où il y a l'islam qui est un peu sur qui tout le monde tire, il y a les talibans, il y a l'islamisme intégriste. Cette région est connue pour être une terre de l'islam. Là où tu parles de cette extension de la terre. Est-ce que tu vois un rapport entre cette force spirituelle et l'islam? Ou alors c'est deux choses complètement différentes? C'est des choses différentes, mais l'islam s'en nourrit comme d'autres religions peuvent s'en nourrir aussi, mais c'est deux choses différentes. D'accord. C'est très clair. D'accord. Enfin, c'est pas directement, comment dire, je vois pas directement l'islam issu de cette force ou créé par cette force, vraiment. D'accord. Regardons rapidement cette histoire de 11 septembre 2001, pardon. Je m'emmène un peu les pinceaux. 11 septembre 2001. Est-ce que tu vois une explication à ces chiffres, à cette numérologie, à toute une numérologie qui a été, que les gens ont analysé et sorti dessus? Dis-moi ce que toi tu en perçois. 11 septembre 2001. Dis-moi ce qui te vient. Ça me renvoie au truc que je t'ai dit tout à l'heure. Il fallait créer un électrochoc. Il fallait créer un électrochoc à ce moment-là. C'est une date. Est-ce que ça a une signification particulière, ces chiffres? Alors, 2001, c'est la première année du 3e millénaire. Donc, c'est comme pour avertir que le 3e millénaire, il est sous contrôle. Il est sous contrôle, quoi. Il va être... Enfin, voilà. Le 3e millénaire nous appartient, en gros, tu vois. 3e millénaire, voilà. C'est à nous. Même si c'était déjà le cas avant, mais ce que je veux dire là, c'est vraiment... on se l'approprie. Ouais, c'est comme pour enfoncer le clou, quoi. Tu vois, tant que tu as quelque chose t'as peur que ça t'échappe, clac, tu mets un grand coup de marteau pour y fermer bien comme il faut, tu vois.
Quand tu veux clouer un truc. Enfin, je sais pas, je vois cette image d'enfoncer le clou et de. De bien sceller le truc, quoi. Ouais, bien sceller le truc. Le 11, c'est 1-1, donc c'est le symbole des 2 tours. Ça rappelle, en fait, c'est vraiment l'idée que chaque fois qu'on voit 11, on revoit les 2 tours et ça fait comme un truc qui va, tu vois, qui va... Un ancrage, voilà, c'est un ancrage psychologique, la première chose. Et puis, c'est aussi le côté, le 1 et le 1, c'est la dualité, donc c'est pour maintenir les gens. C'est aussi psychologiquement maintenir les gens dans la dualité, dans la matière, dans la dualité, voilà. Dans la matière, vous êtes entre guillemets prisonnier, ouais, voilà. Vous êtes cloué là, vous êtes prisonnier. Et puis le 9, ça me renvoie à au temps de gestation, quoi, d'un être humain. Donc c'est le 11 septembre, donc ça aurait pu être la fin du mois de septembre, mais c'est un peu avant pour dire voilà, on vous laissera pas aller au bout de votre création, quoi. Vous pouvez, tu vois, il y a un truc comme ça, comme si voilà, on a le contrôle sur la création des humains, on a le contrôle sur. On interrompt tout avant que ça n'arrive à son terme. Voilà, quoi. Ça peut pas éclore, quoi. Ça peut pas. Voilà. D'accord. Parfaitement bien expliqué. Ok. Tu disais tout à l'heure que, au début, la première question, tu as vu comme symbole un égrégore noir, très noir, et ensuite un canal énergétique qui allait dans la Terre avec un cratère. J'aimerais qu'on revienne un peu dessus. Cet égrégore très noir qui avait la forme d'un champignon atomique. Alors, tu vois, ouais. Alors là, je suis redescendue au cratère, en fait. Et j'ai une émotion de chagrin, une émotion énorme de peine, de désarroi. Ouais. Tu vas remonter. Tu vas remonter, sortir de là, revenir, te connecter à ma voix. Tu te coupes de tout ça. Tu vas respirer, te débarrasser de toutes ces émotions qui ne sont pas les tiennes. Tu respires et tu récupères tes énergies. Tu t'installes dans la joie, la sérénité, la simplicité. Voilà. Et on va quand même aller revoir ça, mais sans prendre des énergies dans nos corps. Tu vas te connecter à cet égrégore noir en forme de champignon atomique. 1, 2, 3. Alors, je me connecte pas, hein, je l'observe parce que j'ai pas du tout envie de me connecter à lui. Tu n'as pas envie de faire irradier. Comme je te comprends, c'est normal. Allez, dis-moi ce qui te vient. Champignon atomique, très très noir. Qu'est-ce que c'est? C'est Déflagration qu'il y a eu là-bas avec tous ces événements. C'est comme si c'était l'énergie de l'événement en lui-même, mais qui se serait imprégné ensuite de toutes les de tout les émotions. De tout, quoi, ce qui est lié au 11 septembre, mais depuis 20 ans. C'est-à-dire, il emmagasine tout. Tu vois, donc tout ce qui s'est passé dans cet instant-là, donc sur place et puis partout, dans toute la planète, ça c'est... Ça s'est collecté et c'est ça qui forme ce champignon atomique noir. Ouais, voilà. Et il est vraiment noir parce que il est plein de fréquences extrêmement basses. Il y a énormément... Alors, bien sûr, il y a de la peur, mais il y a aussi énormément de douleur. Peur et douleur. Alors, il y a de la douleur physique, mais il y a surtout de la douleur morale. La douleur des gens qui ont perdu quelqu'un, des personnes, et la douleur, en fait, de la perte de... Comme si il y avait eu une perte de confiance ou une perte d'innocence ou une perte de... Perte de confiance. Ouais, une perte de joie même, tu vois, au niveau de...
Ouais, d'innocence, c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire comme si les gens, jusqu'à présent, ils vivaient comme ça dans le monde un peu innocemment. Il peut se passer des événements, mais des événements, ok, un accident d'avion, on sait que ça peut arriver. Tu peux, voilà, ton avion, il peut prendre feu, il peut se passer quelque chose, il peut avoir une panne et clac, bon, ça arrive. Même si c'est dramatique, ça fait partie des accidents, on va dire, qui peuvent arriver, mécaniques. Et là, c'est un truc tellement surréaliste, choquant, que tout d'un coup, c'est comme si vraiment tu as confiance en la vie, tu as confiance dans le futur, dans l'avenir. Elle était sapée. Voilà, c'est exactement le mot. C'est sapé, comme si c'était coupé à la racine et fauché. Ouais, c'est fauché. Il y a vraiment ça. Et du coup, ça crée de la douleur, ça crée des errements aussi, des errements. Les gens errent. Ouais. Ouais, Et je du coup, comprends. tout ça, c'est absorbé aussi par ce truc, un peu en périphérie. Et enfin, tu vois, et ça continue de se nourrir parce que c'est alimenté, comme si depuis 20 ans, Ça continue on se souvient toujours. On se On fait les souvient. anniversaires. C'est les anniversaires. Voilà, on fête les anniversaires. Et puis, il y a plein de choses qui ont été mises en place depuis. Donc, il y a tout le temps ces références à ça. Des choses dont je te parlais au niveau sécuritaire, dans les aéroports, par exemple. Enfin, voilà. Donc, il y a une espèce de peur comme ça. Une peur qui alimente permanemment ce champignon. Ouais, voilà, qui est un peu comme une peur qui est distillée tout le temps. Et du coup, qui alimente en permanence ce truc-là, ouais. D'accord. Plus aussi, un autre truc, c'est tous les gens qui veulent comprendre ce qui s'est passé, qui font des recherches, qui vont dans les théories du complot, entre guillemets, tout ça, et qui, en fait, alimentent aussi le truc. C'est-à-dire toi et moi, quoi. Ouais, par exemple. Ouais. D'accord. On va essayer d'alimenter ça juste après l'enquête. Ouais. Ok. Donc, en 2021, aujourd'hui, là, ça continue à agir, ce champignon atomique, sur la population de la Terre. Ouais, après, il est moins, on va dire, il est un peu comme, moi, je le voyais assez figé. Enfin, disons, il a un cœur figé, un cœur vraiment comme du charbon, tu vois, il est presque, il est tellement dense, c'est pour ça que je le vois noir, parce que c'est comme du charbon, il est tellement dense, il est tellement concentré que c'est figé presque, tu vois, c'est un truc, pas de mouvement, pétrifié, voilà, comme cristallisé, quoi, enfin comme, mais autour, il y a du mouvement autour, en périphérie, quoi. En périphérie, ouais, ça bouge toujours autour, quoi. Ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose que toi et moi, nous pouvons faire pour, je sais pas moi, neutraliser, contenir ou aplanir ou, je sais pas moi, disperser cet égrégore? Ou il est trop puissant pour nous deux, ou, je sais pas. Demande dans les terres, dis-moi ce qui te vient. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour diminuer la force, le faire disparaître ou, je sais pas moi, disperser? Faudrait, À non, notre enfin, niveau. à notre niveau, déjà s'en couper, mais après, Les autres vont continuer à l'alimenter, les gouvernements, les gens, les chercheurs et tout le monde. ouais, il y a vraiment. En fait, si le seul truc qui pourrait le. Mais je sais Désintégrer? ouais, désintégrer, ce serait la révélation de la vérité, quoi, mais à un niveau. Mais en même temps, je pense que ça créerait comme un cataclysme qui créerait un autre égrégore, donc peut-être qu'il y aurait un. Ouais, Tu vois, ce serait comme deux vagues qui ouais, se neutralisent. qui se neutraliserait, peut-être, j'en sais rien, mais après, je vois que ça, quoi, pour le faire disparaître. Il faudrait, ouais, qu'il soit. Faudrait Qu'il soit dire la vérité. Dire la vérité aux gens, quoi. Mm. Ouais. Avec le risque que ça crée le contre-coup, que les gens se fâchent, que la Ouais, c'est pour révélation. ça que ça créera forcément un autre égrégore, hein, mais
Sauf si il y a un niveau de conscience suffisant et que les gens peuvent le vivre, l'intégrer positivement, mais bon, on n'en est pas là encore. Hein. D'accord. D'accord. La deuxième chose que tu as vue, c'était ce canal énergétique avec le cratère. Mais tu vas aller voir sans te connecter. Ce canal énergétique avec le cratère. Tu vas aller là-bas et voir sur le plan énergétique ce que c'est et que contient ce cratère. En fait, c'est bizarre, ce cratère, c'est comme s'il était sur la place, là, sur le World Trade Center. Ouais, c'est comme si là où maintenant ils ont fait une grande place. Ouais. Bah, en fait, il y a ce cratère. Sur le plan énergétique. Sur le plan énergétique, et il contient toutes les consciences des gens qui sont morts dans le drame. Quelle est la raison de les retenir là-bas dans ce cratère? Ils sont morts. Alors, peut-être pas toutes les consciences, mais des consciences de gens qui sont morts. Il y en a beaucoup. Ils sont des centaines, des milliers. D'accord. C'est pour ça que tu ressentais le chagrin, le désarroi. Ouais. En fait, c'est comme si c'était toujours dans la panique de ce moment-là, quoi. Dans tu sais, la poussière, dans l'explosion, l'effondrement. Ouais, les bruits, les cris, Enfin voilà, c'est le chaos. En fait, ils sont dans un chaos qui s'est jamais arrêté. Ils sont bloqués dans une boucle temporelle, on va dire. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour eux? Est-ce que tu peux ouvrir un portail, je sais pas moi, aller là-bas, crier avec ton porte-voix et leur dire de venir et on leur ouvre un portail qui se barre de là, quoi. Tu respires profondément. Tu respires, tu vas aller là-bas, tu vas te connecter à leur boucle temporelle, tu vas entrer dedans, tu vas te faire voir, tu vas leur expliquer qu'il est temps de partir. Tu leur montres à tous. Alors attends, parce que là, j'ai mal à la tête. Bon, en fait, cette nuit, j'étais pas au courant du sujet, j'avais pas vu le thème, mais j'ai une migraine qui est apparue hier soir, et c'était un, enfin j'ai vu ça, un désincarné. Un désincarné, comment on appelle ça? Un pompier. Oui. New-Yorkais. Qui m'avait planté un piolet dans le crâne pour s'accrocher à moi. D'accord. Donc tu vas le faire venir maintenant. Ouais, donc je sais pas, j'ai pas eu la conscience d'avoir voulu aller là-bas, mais en tout cas, lui, il est venu, il devait savoir que j'allais faire cette enquête, lui, déjà. D'accord, on est là. Ouais. Et pendant que tu as eu ton piolet, j'ai eu un gros bouton qui m'a poussé sur le même endroit que toi. Ouais, là. Ouais. Exactement ici. Mais là, j'ai plus mal en ce moment, mais j'ai eu mal jusqu'à ce qu'on commence l'enquête, pratiquement. Ouais. D'accord. Moi, j'ai mon bouton là, je le perds, je mets la pommade, je fais tout, mais il disparaît pas, il fait très mal. Donc, je sais pas, peut-être que j'ai eu le même autre pompier qui est venu avec son piolet me piquer aussi. On va faire ça, Florence. Tu vas appeler ce pompier, tu vas respirer, tu te recentres sur toi-même et tu appelles ce pompier à venir à toi, qui se présente devant toi. Tu es dans le bon état pour communiquer avec lui face à face. Quand tu l'as, tu me dis. Ouais. Là, c'est horrible, là. Tu vas lui demander Respire, Florence, tu respires. Tu respires. Tu vas essayer, avec tous les moyens pédagogiques que tu as, d'expliquer à ce pompier ce qui s'est passé. Mais il sait bien. D'accord. Tu vas
lui expliquer qu'il est bloqué avec les autres dans une boucle temporelle et qu'il faut qu'il s'en libère. Autrement, il va errer pendant des millénaires là et il ne va pas s'en sortir. Et... Respire, Florence, respire. Il faut que je me déconnecte des émotions là, c'est terrible, c'est horrible. Ouais. Tu vas ouvrir comme un vortex à tes pieds avec le feu. Ouais. Tu ouvres un vortex et tu vas lui dire vous allez tous les deux vous débarrasser de toutes ces émotions dans ce vortex, comme une eau qui coule dans le lavabo là, un vortex dans la terre, et toutes ces émotions vont s'engouffrer dans la terre qui va les transmuter. Maintenant. Toute cette tristesse, tout ce chagrin, toute cette peur, cette douleur morale, vous la laissez s'engouffrer dans la terre complètement. Tout s'en va. Tout s'en va. Tout s'en va. Il se débarrasse et en même temps qu'il se débarrasse de ça, son accoutrement va changer. Il n'a plus besoin d'être pompier. Tout ça s'est passé. Il va retrouver des vêtements convenables, adéquats. Toutes les émotions basses sont dirigées dans la terre, aussi bien chez toi que chez lui. Vous vous en débarrassez complètement. Jusqu'à ce qu'il soit je le vois très bien, en fait. Il s'appelle Spencer. D'accord, Spencer. Là, je le vois avec une chemise à carreaux bleus, dans les tons bleus. Il est très souriant. Enfin, c'est un gars... Un gars volontaire, quoi. Ouais, un gars super, quoi, ouais. Il a 36 ans. D'accord. Ouais, il est marié, il a 2 petites filles. Magnifique. Magnifique, Spencer. Merci beaucoup, Florence. Merci. Tu vas le remercier à Spencer. Tu vas lui demander son piolet qu'il est venu enfoncer dans ta tête, c'était pourquoi? C'était quoi son message? Qu'est-ce qu'il est venu te dire? Ben non, qu'il fallait qu'on les aide. Ah, d'accord. D'accord. Lui qui a été bloqué dans cette boucle temporelle et qui en est presque libéré maintenant. Mais il dit qu'il sait qu'on les a tués. Il dit c'est ça en fait. C'est le. Il y a du dégoût en fait. Il ressent du dégoût. Il ressent. Là j'ai du dégoût qui vient, tu vois. Il me dit mais comment ils ont pu faire ça? Quand en fait, tu vois, c'est même. Enfin, c'est un peu. Bon, là, il a une pensée limite un peu égoïste, mais il dit en plus, ils nous ont envoyés en sachant pertinemment qu'on allait crever, quoi. Ouais. D'accord. Mais bon, c'est... D'accord. Maintenant qu'il est libéré de ses émotions, même ce dégoût, il va s'en libérer, c'est pas à lui. C'est arrivé au décours des événements, il va se libérer de ça, dans le même vortex, à ses pieds. Il peut créer ce vortex quand il veut. Il se débarrasse de tout ce qui ne lui appartient pas. Il a une essence propre, il a une individualité divine, on va dire. Et il n'a pas à se coltiner des émotions aussi basses, fut-elles créées par les autres pour le tuer ou pour le mettre dans des situations compliquées. Donc, il se débarrasse de tout ça. Et on va faire ce pourquoi il nous a appelés. Pour ça, on va ouvrir un portail. Avant ça, tous les deux, vous allez respirer et augmenter vos fréquences. Augmentez vos fréquences jusqu'au niveau adéquat pour ouvrir un portail par lequel ils vont tous passer, ceux qui voudront bien sûr, et sortir de cette boucle temporelle en se débarrassant de toutes les émotions basses et aller continuer leur chemin ailleurs, autre part, dans leur ligne de vie respective. Ça va, Florence? Oui, ça va. Donc, on va respirer tous les trois. On se gorge d'énergie vitale, de prana, d'énergie de vie. On devient comme des soleils rayonnants d'amour et de joie et de paix. Et quand on a atteint la bonne fréquence, vous allez tous les deux, Spencer et toi, Florence, ouvrir un portail, un grand portail, qui va transporter tout le monde, que Spencer ira appeler,
ceux qui voudront. Il va les appeler, ils vont sortir de cette boucle temporelle et passer par là, un à un, en se débarrassant de toutes les émotions basses, de toute la culpabilité, de toute la rancœur, tout le dégoût, de toute la peur, de tout le désarroi, de tout le chagrin. Tu vas les voir le faire Ah maintenant. ouais, c'est bon, je le vois. Ça n'arrête pas. C'est comme si c'était un canon à... un canon à conscience. Un canon à conscience, et quand qui sont encore un peu sombres, et dès qu'elles passent, c'est comme s'il y avait une espèce de filtre de fréquence, et ça devient des énergies lumineuses. Magnifique, magnifique. On va maintenir cette co-création à son maximum énergétique. Et ça va se passer pour chacune et pour toutes les consciences. Elles vont toutes passer par ce portail. Et de l'autre côté, elles vont se diriger où elles doivent aller. Librement. On va prendre tout le temps qu'il faut pour ça. Et du coup, c'est comme si comment dire, le lien énergétique avec le champignon s'est arrêté, s'est interrompu, a disparu. Exactement. Que tout le monde qui est volontaire pour passer par là, qu'ils passent tous, qu'ils sortent de cet endroit scabreux et aillent dans cet endroit lumineux, dans de nouvelles créations libres. Je vois qu'il y en a qui font comme des allers-retours, qui ont eu plus de facilité pour sortir, et avec leur lumière, ils retournent pour chercher d'autres qui ont plus de mal. Magnifique, magnifique, qu'ils fassent ça. Qu'ils fassent ça. C'est le moment de la solidarité. Ils ont assez souffert comme ça fait 20 ans, c'est beaucoup. 20 ans, c'est l'âge de la maturité, qui sortent de ce piège. Ouais, je crois que c'est bon. C'est vide. Magnifique, 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 Florence. Spencer, il est encore là ou il est déjà parti? Il est là encore, Spencer? Ouais, mais il est ému, quoi. Magnifique, magnifique. Il a fait un travail gigantesque. Nous la remercions. J'ai mon bouton là sur la tête. Qu'est-ce qu'il dit de ça, mon bouton? Il dit désolé. Désolé, d'accord. J'avais trouvé quelque chose. Pour m'accrocher. Je t'ai raconté ma journée de ouf. Je me suis réveillé à 4 heures pour aller à l'hôpital pour un accident et tout. J'ai dû interrompre les secours pour venir faire cette enquête parce que je me sentais terriblement obligé de le faire. En tout cas, merci beaucoup, Spencer. On va te laisser partir et bon vent à toi, quoi. Il me fait comme ça. D'accord. Ciao, ciao l'ami. À plus. Tu vas refermer le portail derrière toi, Florence. Tu vas fermer le portail. Et on va rentrer. Bon. Tu vas partir de là. Le cratère, les Grégor, d'autres personnes. Non, mais le cratère est fermé, se ferme, il est en train de se refermer. D'accord, magnifique. Je vais compter à 3 et à 3. Tu vas partir de là et revenir ici. 1, 2, 3. Et maintenant, connecté à ma voix. On va faire un petit travail de nettoyage tous les deux. Tu vas créer comme une douche, comme les chutes du Niagara, par exemple. Tu vas te mettre sous ces chutes et cette eau va te laver sur les plans physiques et sur les plans énergétiques, te nettoyer, te purifier de toute
les énergies, les agrégats, les miasmes que tu aurais pu collecter pendant toute cette enquête. Tu te mets sous la douche, une douche spéciale qui nettoie jusqu'au niveau interatomique. Ça te débarrasse de toutes les émotions basses que tu as pu ressentir, de toutes les énergies basses, jusqu'au plan mental, des images, tout se nettoie et ça coule avec l'eau. Je vais faire de même avec ma partie subliminale. Tu vas te concentrer sur les maux de tête que tu ressens depuis plusieurs jours déjà, en lien avec cette enquête ou en lien avec d'autres événements de ta vie propre. Et quelle que soit la cause de ces maux de tête, de cette migraine, tu vas t'en débarrasser. Tu vas t'en débarrasser en même temps que cette eau coule. Et là, c'est comme s'il y avait un nettoyage dans mon cerveau, quoi. Ouais. Magnifique. Je laisse faire. Tu vas nettoyer, on va faire de l'espace pour le neuf, pour des fréquences plus appropriées que tu voudras y mettre. Wow. Chez moi aussi, c'est très puissant. D'accord. On va laisser faire jusqu'à ce que tu sentes que c'est bon et que tu peux rentrer. Nettoyage, purification. Nettoyage, purification. Restauration. Ouais, c'est bon pour moi. Magnifique, magnifique, magnifique. Ok, on va arrêter les chutes. On revient à 3. On se coupe de tous et de toutes. 1, 2, 3. On revient dans nos corps. Bien centré, bien équilibré. Et on va sortir de transe. On va sortir de cet état de conscience modifié. Je vais compter de 1 à 5. Et à 5, tu vas te réveiller et tu vas revenir à l'état d'éveil, consciente et en possession de tous tes moyens. C'est parti. 1. Tu respires. Tu prends conscience de ton corps physique. 2. C'est le matin. Tu vas informer toutes tes cellules de se remplir d'énergie, de joie, de force, de vigueur, de vitalité pour mener à bien le reste des activités de la journée. Voilà. 3. Tu commences à bouger les orteils, les mains. 4. Et 5. Tu reviens. Tu ressors parfaitement éveillé. Coucou. Coucou. Ça va? Oui. D'accord. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno
liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e, perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo.
Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati, quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo, e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza
un essere in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione,
e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.